Tenez-vous à l'écart des personnes petites d'esprit qui, à travers leurs propos ou leurs actes, freinent vos ambitions et souhaitent vous maintenir dans la servitude. Seuls les plus grands d'esprit vous réconfortent dans vos ambitions fécondes et vous font sentir que vous aussi pouvez devenir grand. La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs ou d'échouer, car qui ne risque rien n'a rien et l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements abrupts. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au sommaire, les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier, mercredi 18 janvier 2023, qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. La bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a présenté hier mercredi à son siège à Abidjan l'évolution 2022 de ses activités et ses perspectives pour l'année 2023. Suivez dans cette matinale des citoyens qui livrent leurs impressions sur un fait de société, notamment l'infidélité. 3 élèves ont trouvé la mort dans un accident de circulation sur l'axe Djougou-Waké le mardi dernier. Plus de détails sur ces informations sus-évoquées avec Aneldo dans la présentation du bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information, je reçois pour l'invité matinal Bertin Kohovi, président de l'Alliance Iroko. Il est avec nous ce matin pour commenter la participation du bloc républicain aux dernières élections législatives tenues le 8 janvier dernier au Bénin. Comme invité également sur ce plateau ce matin, j'ai convié Aurélien Aïssou et Souleymane Bila, tous deux patrons de presse. Ils auront à évoquer sur ce plateau les attentes latentes pour ce qui est des réformes annoncées dans le secteur des médias au Bénin. En sport, Colomb Oussou annonce qu'il est quasiment impossible pour les étalons du Burkina Faso de recevoir les éperviers du Togo en mars prochain au stade du 4 août de Ouagadougou dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Le Bénin a recruté un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale de cyclisme. Son identité vous sera révélée au cours de la dite présentation. Assure également les tranches d'âge exigées dévoilées par la Fédération béninoise de football pour le championnat national amateur. Quentin Amoussou, quant à lui, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous emmène à la découverte du sigle HDMI. Que comprend de ce sigle? Que retenir des différentes versions de ce sigle? C'est à découvrir dans la présentation du chroniqueur. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, au regard des prédictions recueillies par Nansérine Fatoumbi. C'est une journée excellente pour les natifs du signe Verseau, natifs du signe. La journée sera idéale pour prendre des décisions importantes et pour s'engager sur de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises. Vous pouvez vous sentir très optimiste et plein de confiance et cela vous permettra d'être créatif et audacieux dans vos choix. La chance sera au rendez-vous, alors profitez-en, recommandent les astres. Voilà l'essentiel du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une capsule vidéo réalisée par les services médias de ESAE TV, laquelle vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Aix
l'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, l'informateur, qui propose ce matin en manchette Éducation nationale. Patrice Talon pose 2 actes de grandeur. Il réitère les 305 enseignants radiés pour boycott d'évaluation. Il reverse les ACE évalués comme fonctionnaires de l'État. Enthousiasme et satisfaction dans le monde syndical. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, tractation pour le contrôle du perchoir de l'Assemblée nationale. L'alliance Bloc républicain Les démocrates n'est pas envisageable. Des détails sur cette sortie médiatique effectuée par le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. L'article compte rendu est à retrouver en page 4. Annulation partielle de la dette publique. Un protocole signé avec la Chine nous renseigne la une de ce matin de l'informateur. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette vers la condamnation de trafiquants d'humains vers le Koweït. L'article édifiant est à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution au cours de l'année, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette avec une caricature illustrative, levée de mesures de radiation, 305 enseignants désormais réitérés. Le journal écrit noir sur blanc ce matin en manchette que le premier conseil des ministres de l'année 2023 redonne le sourire aux 305 enseignants des cours primaires et secondaires radiés en décembre 2019 de la fonction publique pour avoir refusé de participer à l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement. La sanction infligée à ces agents contractuels de l'État vient ainsi d'être levée. Retrouvez l'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison de ce matin. Mendicité infantile au Nord Bénin, les enfants dans les griffes de la rue. Retrouvez l'enquête menée par la rédaction de La Nation, publiée aux pages 8 et 9. Retrouvez à la page 7 un communiqué du liquidateur du Fonds des Arts et de la Culture, lequel communiqué est à retrouver, comme je disais tantôt, à la page 7. En bandeau à la une, vous avez une invite à aller au concert de l'icône béninoise Sagon Danielou, un concert qui se tient au théâtre de Verdure le samedi 21 janvier 2023 à 20h30 minutes. Plus de renseignements à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien de service public. Fausse alerte terroriste à Tangueta, Kobli et Materi. Déjouer les pronostics de la terreur par la communication, titre le journal. Des détails sur l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, évaluation de connaissances dans le système éducatif au Bénin. Les 305 enseignants radiés appelés à reprendre le travail. Les impressions de Mathurine Sosoukwe, porte-parole des enseignants radiés, lesquels propos, sont à retrouver à la page 2. Le matinal ce matin en manchette communique éventuelle alliance BRLD, entendez Bloc républicain, les démocrates pour contrôler le perchoir de la 9e législature. Ablé Biotchani met fin aux rumeurs. Le Bloc républicain est un parti de la mouvance présidentielle, clarifie le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une de le matinal de ce matin, sanctionné pour boycott de l'évaluation des connaissances en 2019. Les 305 enseignants réhabilités. L'article à retrouver à la page 15. Matin libre ce matin en manchette. 9e législature. Malgré l'ouverture, le mal persiste. Les cicatrices de 2019 et de 2021 comme probable cause. La thérapie de choc de l'ACPA est à retrouver en page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, en visite au Bénin, Youssou N'Dour
impressionné par la G10. Des détails sur l'article à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Le quotidien béninois d'information, d'analyse et de publicité Infomatin consacre l'intégralité de sa une du jour à la présidence de l'Assemblée nationale 9e législature. Victor Tokpanou, le joker caché de Patrice Talon, l'intrus qui pourrait embrouiller les cartes, titre le journal. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libère ce matin en manchette, législative de 2023, après la délibération de la Cour constitutionnelle, Abdoulaye Biotchane décrypte les résultats en 7 points. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, gouvernance locale, les acteurs communaux des 77 communes s'approprient le SICOREF pour la gestion des finances publiques. Vous avez en illustration la photo du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. Le grand regard ce matin en manchette, réintégration de 305 enseignants sanctionnés, Mathurine Sosoupé de la CSTB, perce le cœur de Patrice Talon. La chicotte cède enfin à la carotte. Le journal fait savoir qu'après plus de 4 années de traversée de désert, les 305 enseignants radiés pour n'avoir pas pris part à l'évaluation diagnostique de 2018 peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État, Patrice Talon, en père de famille, a enfin décidé de remplacer la chicotte par la carotte. C'est le résultat d'une longue série de plaidoyers de centrales syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Le bout du tunnel s'annonce ainsi suite à un geste historique de la secrétaire générale adjointe de la CSTB, Mathurine Sosoupé, qui a réussi à percer le cœur du président Patrice Talon. Rejet de toute idée de rapprochement entre le bloc républicain et les démocrates. Le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale et secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, préserve sa famille politique de la foudre. Nous passons à présent à l'indépendant. Législative de janvier 2023, le coordonnateur UP Le Renouveau de Ouida, Christian Ouechenou, bien évidemment, maire de la ville, salué pour son engagement pour la victoire, à tout seigneur, à tout honneur, communique le journal, et à César ce qui est à César, ajoute-t-il. Toujours à la une du même journal ce matin, législative sur la base des réformes du système partisan, Patrice Talon est un visionnaire à qui l'histoire donne déjà raison. Nous restons toujours à la une du journal L'Indépendant de ce jeudi matin, réinsertion de la fonction publique, le gouvernement sensible aux larmes et aux cris de détresse des 305 enseignants radiés. Le premier quotidien économique du Bénin nous communique ce matin en manchette, marché régional financier, la nouvelle identité visuelle de l'AMF UFMOA dévoilée ce jour. Un colloque international s'ouvre à Abidjan. L'article à retrouver en page 3. Révolution numérique au Bénin, une stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées. Des détails sur l'article en page 4. Le quotidien d'Abaro titre ce matin à la une. Football, Ligue Pro béninoise, Banigansé FC intraitable à domicile. L'équipe de Biosarako Tamou tout près d'un exploit. Jack Patar titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, 9e législature, bataille autour du perchoir et du bureau. Les pressentis au perchoir vous sont publiés à la page 3. Le journal Gaskiani Info titre ce matin en manchette, 9e législature, le poids du parti Les Démocrates est à retrouver en page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, Carmen Fifame Toudonou, une puce née muse. L'article du journal à retrouver à la page 5. Nous passons à présent à le chronomètre. Improbable remaniement ministériel avant 2026. Une grosse désillusion en vue pour les prétentieux au poste ministériel. Le journal La Priorité titre ce matin en manchette. Perchoir de la 9e législature. Robert Guignan, le meilleur profil. Le journal Les 4 vérités titre ce matin à la une. Élection législative de 2023, le bloc républicain décrypte le scrutin du 8 janvier en 7 points. Les résultats conservent au président Patrice Talon la majorité pour poursuivre ses réformes. Abdoulaye Biotchane met fin à la polémique autour d'une supposée alliance entre le bloc républicain et les démocrates. L'ancrage national du bloc républicain confirmé. Un atelier national en vue pour les grandes conclusions. Ces résultats valident la gouvernance actuelle et sécurisent les réformes et
et les programmes d'investissement public en cours, cite le secrétaire général national du dit parti politique. Toujours à la une du même journal ce matin, Bloc républicain, Fred Adriano Quenu écrit une lettre ouverte aux hauts dirigeants. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, exposition Art du Bénin au Maroc. Le musée Mohamed VI accueille une centaine d'œuvres d'art contemporain. Le Chasseur Info ce matin en manchette, évaluation diagnostique dans l'enseignement public. 305 enseignants radiés réintégrés après 3 ans. Patrice Talon satisfait une doléance des organisations syndicales, plusieurs enseignants affiliés à la CSTB rachetés. Le journal Dynamisme Info ce matin en manchette, contrôle du perchoir. Le boss ficelle son plan peut-être au-delà des supputations. Le BR assure de sa fidélité. Toujours à la une du même journal ce matin, lendemain du scrutin du 8 janvier, quand l'essentiel est délaissé pour la division au sein de partis non représentés. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info. Levée de sanctions contre les 305 anciens radiés, remerciements au gouvernement et aux acteurs syndicaux, satisfaits au syndicaliste, j'allais dire, Alexandre Adjinan. Daibi Info, ce matin en manchette, réélu pour un nouveau mandat à l'Assemblée nationale et la razzia de l'Union progressiste Le Renouveau. Le mono retourne l'ascenseur au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Dakpe Sossou. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou. Vous avez en manchette un vieillard qui est à l'entrée d'une école, l'école qui a pour enseigne école primaire publique Breaking News, et puis des gaillards qui sont en kaki. Le journal titre en manchette des cas en kaki. Vous avez le premier élève qui est vieux qui dit « Il y a longtemps, j'ai mangé pain gâté » et à un autre de rétorquer « Directeur, n'essaie pas de nous empêcher de rentrer dans cette école. Nous voulons vivre aussi la tendance du moment. » Et au directeur de dit « Mais je rêve ou quoi en kaki à votre âge ?» s'interroge-t-il en double interrogation. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Je ne cesserai de le rappeler, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi 18 janvier 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, Plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note l'adoption du décret accordant à la société WAPCO Bénin SA une dérogation aux conditions de béninisation de 3 navires en construction destinés au projet Pipeline d'exportation Niger-Bénin. Dans le registre des communications, le Conseil a décidé de l'approbation du plan stratégique et du plan d'action 2023-2027 du Conseil national de l'éducation CNE, de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances et renversement dans le corps des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public remplissant les conditions exigées lors de cette évaluation, de la contractualisation pour le suivi et l'exécution des travaux de construction du système de traitement des eaux usées destinées à Ganvier, de l'approbation de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et mégadonnées 2023-2027. La bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a présenté hier mercredi 18 janvier 2023 lors d'une conférence de presse organisée à son siège à Abidjan l'évolution 2022 de ses activités et ses perspectives pour l'année 2023. À cette occasion, le docteur Edo Kossi Amenouve,
directeur général de l'institution, a relevé que malgré un contexte macroéconomique particulièrement difficile, caractérisé par des hausses sans précédent des taux directeurs de la plupart des banques centrales pour lutter contre la poussée inflationniste généralisée à travers le monde, la BRVM a plutôt enregistré une évolution positive avec tous ces indicateurs dans le vert lorsque la plupart des bourses mondiales se sont affichées dans le rouge. Autre information, le patrouilleur de Rottmer PHM, commandant Duke Queen, a navigué le lundi 16 janvier dans les eaux béninoises au large de Cotonou. C'est dans le cadre de la mission Corimbe. Le préfet maritime et le chef d'état-major de la marine béninoise, accompagnés de 12 acteurs du monde maritime au Bénin, administration civile et militaire, ont rallié le PHM. C'est sur invitation du commandant de bord et du chef projet d'appui à l'action de l'État en mer. Autre information, à l'occasion de la cérémonie officielle d'échange de vœux avec les institutions de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, a consacré une partie de son discours à l'endroit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC afin que des consultations sérieuses soient engagées avec les organisations de la presse pour des propositions pertinentes pour engager les réformes dont la finalité sera de disposer d'entreprises de presse fiables. À cet effet, Michel Aounou, promoteur du journal Palmarès et membre du bureau directeur du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA Bénin, salue cette initiative du chef de l'État. Il est au micro de Francis Fahami et de Nosrine Fatoumbi. Nous avons accueilli ça avec enthousiasme parce que les associations professionnelles ont travaillé en amont et ont réfléchi sur un certain nombre de points sur lesquels nous-mêmes nous aurions souhaité qu'il y ait des réformes profondes afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias, en passant aussi par l'assainissement de l'environnement, économique des entreprises de presse. Parce que quand on parle des conditions de travail des professionnels des médias, ces professionnels des médias, pour la plupart, travaillent dans des entreprises. Donc, la réforme doit consister d'abord prioritairement à renforcer et à assainir l'environnement économique des entreprises de presse et pouvoir faire exigence aux patrons de presse désormais de tenir compte d'un certain nombre d'exigences pour que les conditions de travail des professionnels des médias s'améliorent. Et lorsqu'on parle de réforme, ça part principalement des tests. Vous comprendrez avec moi que tous les secteurs dans lesquels le gouvernement a opéré des réformes, les réformes partent toujours des tests. Et je vous rappelle que dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, il est déjà prévu une relecture du Code de l'information et de la communication. C'est une loi de 2015 et c'est cette loi qui encadre l'activité des médias au Bénin. C'est cette loi qui définit le statut du journaliste. C'est cette loi qui étale les projets structurants arrêtés les uns lors des premiers états généraux de la presse en 2002 et les autres en 2014 à l'occasion des deuxièmes états généraux de la presse, lesquels nous avons passé en revue en février 2021 à l'occasion de la table ronde des médias. Donc, il y a déjà certaines réflexions qui sont très avancées par rapport aux réformes et donc ce que le président vient d'annoncer, nous l'accueillons à bras ouverts et les acteurs des médias, professionnels des médias et patrons de presse doivent pouvoir se mobiliser pour que ce que nous aurions souhaité qu'on insère dans les réformes, que le gouvernement puisse en tenir compte. Et cette annonce a été faite à l'occasion pratiquement de l'entrée en fonction d'une nouvelle législature. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on ne peut pas faire ces réformes-là sans l'Assemblée nationale parce qu'il va falloir toucher aux lois. Donc, principalement, ce qui sera fait, ce sera par rapport
à la nouvelle loi qui va réglementer l'activité des médias au Bénin. Et dans cette loi, si vous prenez la loi 2015 portant code de l'information et de la communication par exemple, la loi parle des conditions d'accès aux sources officielles d'information du journaliste. Toujours à ce sujet, Michel Aounou est revenu sur quelques projets structurants de la corporation sur lesquels il aurait souhaité que des réflexions s'articulent. Il s'agit, par exemple, du projet de la mise en place de la centrale d'achat des intrants de la presse, l'adoption d'une loi sur la publicité, la relecture de la loi 2015 portant code de l'information et de la communication tel que prévu dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les tests liés à la détention de la carte de presse relativement aux avantages y afférents, l'appui de l'État aux entreprises de presse et bien d'autres. Suivez toujours ces propos au micro de Francis Farami et de Nasrine Fatombi. La réforme visera certainement à revoir certaines insuffisances de cette loi. Cela dépend de la philosophie qui sous-tend la réforme. Est-ce qu'on veut corser? Est-ce qu'on veut élargir? Est-ce qu'on veut amoindrir certaines dispositions? Ça dépend de la philosophie qui sous-tend la réforme. Et comme nous, on n'est pas au gouvernement, je pense que le président de la République avec son gouvernement, ils savent où ils veulent aller et nous, on ne fera qu'accompagner cela. L'essentiel pour nous autres, c'est que cela soit en bien pour les entreprises de presse et pour l'amélioration des conditions de vie, de travail des professionnels des médias. Et ça, peut-être que l'objectif puisse le président de la République, même dans son message, a déploré le fait que les professionnels des médias soient exposés aux vices et autres. Mais la pratique de la vertu ne peut se faire sans un minimum de bien-être social. Et donc, quand vous lisez entre les lignes le message du président de la République, vous comprenez que la philosophie qui va sous-tendre la réforme, ce sera forcément pour faire quelque chose en bien pour l'ensemble de la corporation. Et ce faisant, au bénéfice de la promotion de la démocratie dans notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a précisé qu'on ne peut pas faire la promotion de la démocratie sans la liberté de la presse. Et quand on parle de liberté de la presse, c'est les acteurs et c'est les entreprises. Nous voulons principalement que l'environnement économique soit assaini. Pour qu'il y ait de ces conditions, il faut qu'il y ait de véritables entreprises de presse. Et le président de la République a dit, il a dit, donc pour qu'il y ait de véritables entreprises de presse, il faut travailler sur l'environnement, il faut travailler sur les conditions de création. Et toutes ces propositions doivent être contenues dans un projet de loi. Donc ce que nous on a fait, c'est de faire des propositions. Et comme vous parlez des propositions, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures pour faciliter par exemple l'achat de certains équipements des médias, faciliter ou faire en sorte qu'il y ait une certaine préférence au cordon douanier lorsque c'est une entreprise de presse qui importe du matériel. Parce que quand l'entreprise de presse commande du matériel, ce n'est pas pour faire de l'import-export. Nous ne sommes pas des commerçants à 100%. Donc lorsque par exemple une chaîne de télévision commande une caméra, c'est pour l'exploitation à des fins qu'on connaît. Mais la chaîne de télévision, l'entreprise de presse qui commande une caméra ou qui commande du papier journal ou qui commande d'autres types d'intrants ne l'importe pas pour revendre sur le marché, mais l'importe pour que cela entre dans l'exploitation. Que par exemple le gouvernement prenne des mesures pour que lorsqu'on dit entreprise de presse, qu'il y ait une façon de calculer l'impôt juste et que l'impôt là soit unique, de manière à ce que lorsque le promoteur il paye l'impôt par an, il peut choisir de payer ça en début d'année. Lorsqu'il paye, c'est qu'il pourra disposer de son intégration fiscale sur toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes soumis au même régime que toute forme d'entreprise, ceux qui font import-export, ceux qui font de commerce pur. La conséquence, c'est que nous sommes aussi contraints à prendre intégration fiscale tous les 3 mois. Nous sommes soumis à la même période de validité. Alors que compte tenu de la spécificité de l'entreprise de presse, le gouvernement peut prendre des mesures de manière à ce qu'on puisse fixer l'impôt juste, que les entreprises de presse vont payer. Et lorsque l'impôt là est payé, c'est que l'entreprise peut disposer de son intégration fiscale sur toute l'année, quitte à revoir. Et que par rapport même au guichet, qu'on puisse avoir un guichet unique pour les formalités concernant les entreprises de presse, parce que parfois il y a des situations d'urgence qui nécessitent à ce qu'on puisse répondre promptement. Et lorsqu'on aura agi sur ça, lorsqu'on aura agi sur la loi, sur la nouvelle loi qui va venir, parce que la réforme va induire forcément une révision de la loi, que dans la nouvelle loi qui va venir, qu'il y ait des mesures incitatives au regroupement de grands ensembles, pour que nous puissions avoir de grands groupes de presse capables donc
de consommer sur le marché du travail un grand nombre de professionnels des médias sortis des écoles de formation et que ceux-ci soient rémunérés même au-delà de ce qui est prévu dans la convention collective, et qu'il y ait d'autres mesures aussi qui nous amènent à réviser. Même la convention qui est en vigueur actuellement est déjà caduque, au regard donc des dernières mesures du gouvernement liées à l'augmentation du SMIC, les déclarations à la CNSS, un certain nombre d'exigences qui soient faites aux promoteurs pour qu'il y ait une amélioration des conditions du travail des professionnels des médias, en passant aussi par l'adoption d'une loi sur la publicité, le code de la publicité, qui va permettre aux entreprises de presse qui sont à jour, régulièrement enregistrées, qui payent leurs impôts régulièrement et qui emploient du personnel rémunéré, puissent avoir accès à la publicité. L'Institut français du Bénin a soutenu en 2022 des projets artistiques à travers des subventions. Fabienne Bidou, la directrice de l'Institut français du Bénin, a fait le bilan partiel de quelques projets qui ont bénéficié de cette subvention. Elle est au micro de Carles Kitomé et de Ulrich Amegampoué. Alors, l'année prochaine, là, on va sur notre site internet, vous pouvez avoir toutes les informations. On va relancer un appel à projets. Juste pour vous dire, en 2022, sur les appels à projets que nous avons lancés, il y a eu donc danse au féminin, c'est-à-dire pour inciter justement des femmes à prendre la parole, parce qu'elles sont souvent interprètes, mais elles sont l'objet d'autres projections qui ne sont pas les leurs. Et là, on présentera dans la semaine de la danse les 2 projets lauréats 2022. On va réitérer l'opération cette année, encourager des jeunes femmes et des femmes à s'exprimer. Faut voir que c'est pas si simple, et notamment quand on s'exprime avec son corps. Il y a beaucoup de préjugés dans la société, et je crois qu'il y a des barrières à faire disparaître. On aura un tremplin aussi musique, comme on a fait l'année dernière, et puis les appels à projets sur dossiers, etc. On a reçu 169 dossiers en 2022. Donc on les a tous expertisés, et que ce soit danse au féminin, le tremplin musique, ce sont des projets qui ont été sélectionnés par audition. Donc on a vu les présélectionnés, on a choisi les lauréats. Et les autres projets, aide à la création et implantation territoriale, on a réuni un comité d'experts. Donc c'est vraiment appuyé sur des expertises béninoises pour justement assurer qu'on fasse les bons choix, qu'on croise les grilles de lecture et que ce soit juste. Et donc là, on a pu aider en tout 5 et 8, 14 et 3, 17 projets. Et là, c'est là où on vous a remis ces petites topos. Donc là, vous avez la répartition géographique d'où viennent les projets et ceux qui ont été sélectionnés par catégorie de projet. Alors, ça nous a permis quand même d'être éveillés sur des équipes du Nord qu'on ne connaît pas. Elles n'ont pas forcément été choisies, mais en tout cas, ça nous a déjà permis de voir qu'il y avait des équipes au travail dans plusieurs régions du Bénin. On a un peu cette paresse, on va dire, quand on est dans le sud Bénin où il se passe beaucoup de choses, de ne pas toujours chercher à aller voir ailleurs. Et donc là, c'est aussi une façon pour nous d'ouvrir largement les appels à projets. Et donc, comme on aura du travail de suivi à faire sur les projets créés, y compris en théâtre, et qu'on a constaté qu'il y avait très peu d'artistes qui créaient pour le jeune public, mais en se posant vraiment les questions. C'est-à-dire sortir du spectacle un peu juste divertissant, ou le conte, qu'on pratique beaucoup, et vraiment se dire, par exemple, en tant que danseur, en tant que dramaturge, en tant que musicien, si je crée pour le jeune public, est-ce que je crée pour lui en tant qu'individu à part entière qui a une large capacité à s'émouvoir et à comprendre des choses, avec peut-être des langages qui sont celui d'un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais sans présupposer que non, il ne peut pas comprendre ça, non, on ne peut pas traiter tel sujet. Un enfant vit aussi des drames, vit aussi des accidents, des catastrophes, et c'est aussi une capacité à mettre des mots sur des choses de l'enfance, des choses que vivent aussi les enfants, mais avec les mots de l'enfance. Donc là, c'est comment on va réfléchir ensemble avec des artistes à créer quand même, à avoir aussi des projets pour le jeune public dans les disciplines du spectacle vivant. Et puis, on va continuer aussi ce travail dans les territoires
vraiment ce qui s'est passé dans le Nord, ce qui s'est passé à Togudo avec Giovanni et comment ça s'appelle avec Didier Nassegandé. Je peux vous dire que ça a été extraordinaire. C'est des gens dans des zones qui ont quasiment pas grand-chose et comment aussi les populations ont été intégrées dans le travail artistique. Voilà, en l'occurrence, c'était plutôt les jeunes à Togudo et les M qui ont été impliqués dans un projet de territoire à Wedo. De l'analyse de ces subventions données par l'Institut français du Bénin, la directrice Fabienne Bidou a fait une projection de l'orientation des appels à projets à lancer au titre de l'année 2023. Suivez toujours ces propos au micro de Carles Kitome et de Ulrich Amengangpoe. À l'échelle d'un territoire. Et parmi les lauréats, on a eu Giovanni Wansu, on a eu Didier Nassegandé, qui sont deux hommes de théâtre de la nouvelle génération, et puis la compagnie Mirio, qui a travaillé dans le Nord Bénin, donc autour du conte. Et dans les aides à la création, on a eu aussi plusieurs projets de théâtre qui ont été accompagnés. Donc ces projets, on va les retrouver. Après, quand on aide, par exemple, des projets de l'EITB, par exemple les 3 petites formes théâtrales qui ont été produites par l'EITB l'année dernière, qu'on a aidé à diffuser au centre, à Wallo, à Wadada, c'est toujours l'Institut français qui programme du théâtre. Donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est plus difficile peut-être de nous envisager strictement à l'intérieur de nos murs. Effectivement, si vous regardez ça, je suis d'accord avec vous, mais en revanche aussi, on le disait tout à l'heure, il y a des disciplines qui ont petit à petit pris aussi de l'espace. On parlait de la danse. La danse parfois parle, c'est-à-dire que la frontière avec le théâtre parfois, non, je veux dire, elle parle avec des mots, pas qu'avec le corps. On a des formes hybrides aujourd'hui, donc c'est pas aussi clairement classé que ça l'était il y a encore 15-20 ans. Nous, on épouse aussi les dynamiques du terrain. Il y a des artistes qui aujourd'hui, par exemple, travaillent dans le domaine du cirque. On les accompagne aussi. Donc on a peut-être une répartition qui fait que, oui, on va peut-être moins aider le théâtre plus classiquement, mais on l'aide quand même aussi en production, en création et dans d'autres lieux. Et puis vous avez des gens comme Giovanni, Didier, les Wallo, etc., qui ouvrent des lieux. Et on essaye aussi de les aider à faire vivre leurs lieux. Donc parfois on a des programmations hors les murs. Donc oui et non à votre question. Et je vous rassure, on n'abandonne pas du tout le théâtre, loin s'en faut. Et on peut aussi l'aider en écriture. On aide des artistes béninois à aussi aller en France, par exemple, sur des résidences d'écriture. Voilà. Donc on ne peut pas faire des spectacles tous les jours. L'équipe n'y suffira pas et le public ne nous suivra pas. Donc j'entends bien qu'il y a peut-être une répartition qui fait qu'entre toutes les disciplines, vous avez le sentiment qu'il y a moins de théâtre, mais on n'abandonne pas l'affaire, croyez-moi. L'infidélité dans un couple est le fait de tromper son mari ou sa femme. Cet acte s'observe souvent chez les femmes et également chez les hommes. Je vous invite à suivre quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou qui se prononcent sur ces causes et ses conséquences, ainsi que des conseils pour l'éviter. Suivez leurs propos au micro de Quentin Amoussou. Les causes sont multiples. Il y a la pauvreté, il y a le fainéantisme, il y a la méchanceté, la haine. Il y a plusieurs causes. Parce que tu t'es marié et tu ne fais rien, tu ne veux pas aller travailler, tu ne veux pas aller ramener de ressources là. Et c'est seulement la femme qui fera tout, c'est la femme qui est papa, qui est maman. Alors là, 30 à 20% sont des maris, des hommes qui ont cette chance-là. Sinon, la majorité de ces femmes-là vont vadrouiller. Tu fuis tes responsabilités aussi de père de famille, c'est-à-dire c'est toi qui devais nourrir les enfants, c'est toi qui devais prendre soin de tout. Les engagements préliminaires
instruire les enfants, nourrir les enfants, se vêtir, se nourrir, se loger. Les 5 besoins fondamentaux de l'homme, si tu en manques tout ça, la femme peut être infidèle parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants mourir de faim. Elle va poser des actes d'infidélité pour se nourrir d'abord elle-même et chercher à nourrir ses enfants. De la timbo, nous de la timbo, nous comptons nos couleurs quoi. Yo ni mende bo, yo jomo, nous comptons nos couleurs. Donc il y a quoi de asseoir pour le homme, il lève mon melevo. Kabi me ko il pona bo, il lève mon biofine. Et quand on henda gba homme ya. Nous on henda gbe de bo parce que for dem we, nyondo di da for gbe de, bono gwa homme no do no kon ya. Ani sunu di ma dasi. Ba lo nu fanu ya. Ko ni ma odo kwa ya, ani mo gogo da ho mo julo wa. Ani mo nyonu vobo mo julo wa. Ko ni wa mo azodin. Mo wa do kwa pere ha bo kwa la lo me gbonu we o. Fine gogo da ho na julo re. Fine nyonu vobo na julo re. Ba nyonu do kwegwe no ya nyonu do kwegwe o. Ba nyonu do kwegwe bo di aha ho kaka ba ma oblo bo. Alors nous fanu yo et sont considérés nyonu ni parce que e do gogo a. C'est parce que émiant, c'est parce que e do forme. Nous on infidélité à son 5 côtés on est. Elle soit avec tel monsieur, on l'a vu avec tel monsieur, non, c'est pas ça. Pour que ta femme ne regarde pas ailleurs, prends soin d'elle. Fais de ton mieux. Pour qu'elle sache qu'elle a fait. Pour que le monde sache qu'elle a fait. Pour que l'environnement sache que ce monsieur se défend. En dehors de ça, le reste peut venir. Dans le cas contraire, nous accuserons les femmes d'infidélité. Non, on s'est dormi que nous gagnons, nous ne pas. Mais quoi que nous en famille, tu vas trouver dans fa. Si nous bien bloqué vous. Mais nous tu en bloqué vous, quoi que nous faisons. Xosa ni fanou. Beni no po nous quoi situé po. Ahe en ba yon do to. Mais tu as situé do. Bon désordre bloqué to mais. Bon ba me bon. Bon boîte me bon yo. Et y a quelqu'un a des problèmes. Et le mo gbo vie non là mais do xosa nou yo. Et ouais nous a be pour casser yo. Tu es homme. Et ta femme, moins de choses, tu commences par l'énerver, tu commences par crier sur elle. Tu lui parles comme elle est ta bonne. En tout cas, elle se sent chosifiée. Elle se sent plus désintéressée. Elle se sent, c'est que mal aimée, l'infidélité, elle va commencer par réfléchir. Elle va commencer par réfléchir. Et lorsqu'elle va poser le problème à l'une de ses copines qui n'a pas de mari, qui n'est pas sous un toit, alors là, bonjour les dégâts. Certains vont poser le problème du foyer à des amis, à des choses là. Et ceux-là profitent de ça pour créer l'infidélité dans les foyers. C'est-à-dire, l'ami auquel tu as parlé de ça, tu le prends comme médiateur, c'est lui qui devient celui qui se couche avec la femme. Le frère, même père, même mère, à qui tu as posé ça veut régler la chose. Rentre dans ce décor, vu que la femme est inceste-faible, il rentre dedans et voilà. C'est ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, dans notre sous-région aujourd'hui. Donc, quoi qu'en soient les circonstances, quoi qu'en soient les problèmes qu'elles ont, elles n'ont qu'à essayer. Elles n'ont qu'à essayer de s'abstenir et de prendre leur mal en patience, soit d'aller voir leur belle famille, de leur parler des problèmes qu'elles vivent dans le foyer. Sinon, aller commencer par faire des rapports à des amis là. Les amis, des fois c'est amis qui les entraînent. Je le déplore. Je lance un appel à tous de quitter ce système, d'avoir la fidélité pour que les enfants aient une éducation aiguë. Et pour finir cette édition du bulletin matinal d'information, un véhicule a percuté 2 motos le mardi 17 janvier 2023 sur la route Djougou-Ouaké à la hauteur de l'hôpital de Gare. Les motocyclistes, 3 élèves, sont morts à la suite de l'accident. 2 des élèves sont morts sur le champ. Le 3e a succombé de ses blessures à l'hôpital où il avait été transporté pour des soins. Selon les témoins de l'accident, le conducteur de véhicule taxi roulait à vive allure. Les 3 élèves tués proviennent du collège d'enseignement général CEG canadien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal de ce matin.
Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission matinale, Bertin Kovi, président de l'Alliance Iroko, militant du parti politique et bloc républicain, économiste fondamentaliste. Bonjour à vous, Bertin Kovi. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes là pour commenter la participation de votre formation politique, le bloc républicain, aux élections législatives du dimanche 8 janvier dernier. Le secrétaire général national de la formation politique, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, a effectué une sortie médiatique pour exposer un peu les leçons que vous tirez de ces élections législatives. Vous, en tant qu'analyste politique, en tant que commentateur de l'actualité politique, quelles sont les leçons que vous retirez de votre participation à ce scrutin-là? Intitulé personnel. Alors, il s'agit de moi, ce que j'ai retenu, c'est déjà que ces élections se soient passées dans le calme et dans la paix. Il y a longtemps que les Béninois n'ont plus jamais eu une telle ambiance festive pendant une période électorale. Et ça, c'est d'abord ce qui m'a marqué. On pouvait avoir des points de vue différents, mais au moins on se respectait. Chacun avait le droit de dire ce qu'il voulait dire. Ça, c'est un. Deuxième chose qui m'a marqué, c'est d'abord qu'à Cotonou, il n'y a eu que 19% de taux de participation Cotonou. C'est vrai au Bénin, sur le plan national, ce n'est que 37, disons 38 pour arrondir. Mais Cotonou, 19%. Et pourquoi Cotonou m'a marqué? Mais ma foi, tous les milliards, tout le développement, ma foi, où le président Patrice Talon souhaiterait être célébré, mais tout est concentré à Cotonou. Et voici ceux-là restent chez eux peinards, alors que le pauvre se tue. Mais à goudronner, à mettre des pavés, même dans les ruelles pour aller au chiottes, passez-moi l'expression. Parce que tout est goudronné ici. Hier, j'étais à Haye-Vive, mais je ne me retrouvais pas. Et dire que Cotonou, il n'y a que eu moins de 20% de participation, ça interpelle. Si on avait fait tout ce qu'on a mis à Cotonou, là, dans les villages, et la responsabilité incombe à qui? Au parti de la mouvance? Non, la responsabilité incombe à la communication politique du gouvernement. Parce qu'en fait, qu'on aime Yahi ou qu'on ne l'aime pas, Yahi, avant même que la femme ne tombe enceinte, il annonçait déjà que ce serait des jumeaux, des triplés, etc. Les effets d'annonce, ça participe aussi de la communication politique. Le gouvernement actuel fait beaucoup de choses et dit le temps permettra qu'on le sache. Donc les Béninois ne sont même pas conscients de la transformation. La seule différence, ce sont celles qui avaient des maux de hanche, etc., qui ne l'ont plus parce que, passant sur une voie bien goudronnée, elles n'en souffrent plus. Ceux-là savent qu'il y a eu amélioration. Non, j'ai été franchement surpris par le désintérêt de Cotonou à ces élections. Et ceci fait que moi, je trouve que ceux qui sont élus à Cotonou, à mon sens, devraient avoir le profil bas. Le taux de participation ne permet pas à quelqu'un de dire « j'ai été élu, j'ai été élu ». Mais élu quand même mal élu. Alors, il y a autre chose qui m'a marqué aussi, c'est la sortie de Yahi Boni. Et Yahi Boni a continué toujours à drainer du monde. Mais ceux qui suivaient Yahi Boni, puisque moi j'étais dans la même zone, c'est le message un peu confus de la sortie de Yahi Boni. Parce que nombreux de nos paysans, de nos parents au village, ont cru que les élections législatives sont des élections qui peuvent influencer le travail de l'exécutif. Ce n'est pas le cas. J'ai entendu même certains promettre, dans les deux cas, LD, et BR, et UP, enfin les 7, faire des promesses parfois farfelues qui n'est pas de leur ressort. Et j'en aurais terminé en disant qu'il y a aussi une chose qui m'a marqué. Il n'y avait pas de casquette,
il n'y avait pas de t-shirt. La loi l'a interdit. Bon, c'est bien que la loi l'ait fait, mais enfin, ça n'a pas permis aux parents de se sentir concernés. Et il n'y avait pas non plus d'argent. Parce que quand... Il n'y avait pas d'argent? Ah non, il n'y avait pas d'argent. Moi, j'ai été candidat en 2016. Et je sais ce que ça coûte une élection au Bénin. Il n'y avait pas d'argent. En soi, ce n'est pas mauvais. Parce qu'on ne peut pas dire que l'argent ait fait la différence. Mais l'argent a fait quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation. Moi, donc, vous estimez que le manque d'engouement résulte du manque d'argent? Oh, il n'y a pas que ça. Il y a le désintérêt de la population béninoise à la chose politique, en fait. La démocratie n'a jamais eu à faire sa propre promotion pour que les populations s'intéressent à ce processus-là. Ça n'intéresse plus personne. Aussi, moi, je ne me mens jamais moi-même. Il y a le fait que d'aucuns aient pensé que ce serait encore l'élection législative de 2019, ou même dans des zones où les gens ne sont pas sortis aller voter, ah ben, il y avait quand même des députés élus. Donc, certains ont cru que le système va s'auto-régénérer. Ils n'ont jamais imaginé que notre expérimentation des réformes partisanes en est au point où il n'y a plus l'exécutif qui désigne ceux qui doivent être députés. Parce qu'en 2019, ils ont été désignés. Et certains, certains croyaient que ce serait encore le cas. Et ils n'ont même pas mouillé leur maillot. Ils s'attendaient, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Vous allez à une élection où il y a concurrence, on doit voter pour vous. Et ils sont peinards convaincus qu'ils sont des... Bon, ils étaient devenus presque des fidèles de Adrien Humbedi, Tchoko Tchoko Atidjoga. Alors que c'est l'élection qui décidera qui a Djoga ou pas. Donc ça aussi a fait que les populations ne sont pas sorties. Moi, j'ai échangé avec d'autres. Je suis reparti faire encore une autre campagne après le 8 pour leur dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et certains disent, mais nous, on s'était dit, bon, écoutez, on vote ou pas. Et ceux qui seront élus sont déjà désignés. C'est ce qu'on croyait. Alors, il y a aussi... Bertin Corvi, également l'aspect les démocrates. Qu'est-ce que vous pensez des performances obtenues par cette formation politique-là? Bon, alors, les démocrates ne pouvaient pas faire moins que ce qu'ils ont fait et ils ne pouvaient pas faire plus. Ils ne pouvaient pas faire plus tout simplement d'abord parce que ceux qu'on connaît, leaders des démocrates, n'ont pas été réellement candidats. Ça, ils ont été quoi? Enfin, les champions, si vous voulez, connus, les démocrates, ceux qui parlaient tout le temps, reconnus comme tels. Lesquels, par exemple? Oh, je ne suis pas ici pour leur faire de la publicité. Non, du tout pas. Pour éclairer nos amis. Bon, alors moi, par exemple, un certain Noureddin Sakasalé était attendu. Et un certain Daniel Sarré, au nord, dans le Borgo, était attendu. Donc, il y a un certain nombre qui n'ont pas été candidats. Alors, ceux qui ont été candidats chez eux, il y en a même qu'on ne connaît pas ou bien qu'on ne connaissait pas. Les démocrates, on a voté pour eux. Ceux qui ont voté pour les démocrates n'ont pas voté parce qu'ils envoyaient quelqu'un au Parlement les défendre. Ils ont voté, au fait, contre le BR et l'UP en réalité. C'est tout. C'est-à-dire pour eux, il ne faudrait pas que ce soit seulement ceux qui soutiennent le président Patrice Talon qui soient au Parlement. Donc, ils n'ont pas voté pour... Ils n'ont pas fait un choix d'individus qu'on envoie au Parlement défendre quelque chose. Mais ils ont mis en difficulté les partis de la mouvance, notamment à Cotonou, par exemple, dans la 15e et la 16e. Mais cela va de soi. Vous savez, j'ai souvent dit, quand les régimes travaillent pour la capitale dit, mais vous perdez votre temps. Si vous voulez vraiment un soutien politique, allez dans les villages. Ceux-là savent être reconnaissants. En ville, ils ne sont jamais satisfaits de rien. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas seulement Cotonou. C'est partout comme ça. Puisqu'on a beaucoup qui réfléchissent, enfin pas réfléchir, qui croient réfléchir, ils ne savent pas que la gouvernance est difficile, ils se plaignent de tout. Oui, mais attendez, Cotonou, on connaît Cotonou, hein. Regardez ce que c'est devenu. On peut tout reprocher au régime Talon, mais on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas construit Cotonou.
Et pourtant, ça ne les a pas intéressés. Au contraire, ils ont même sanctionné, en fait, tout ce que le président fait. Et ça interpelle, ça voudrait dire que les infrastructures seules ne suffisent pas. C'est un message que les populations nous lancent pour dire que ça ne suffit pas de nous construire des infrastructures. Qu'est-ce que Cotonou voulait plus? Pour célébrer Patrice Talon, il faudrait qu'on essaie de décrypter cela pour comprendre, parce qu'il y a un message quand même. Il y a un message quand même. Alors, par rapport à l'UP Le Renouveau, avant de revenir à votre formation politique, le Bloc républicain, l'UP a conservé son titre de premier parti politique au Bénin, le plus enraciné. Bon, si ça peut vous soulager, j'ai appris à les appeler désormais le Renouveau, parce que ils ont réussi à quitter UP Le Recalé pour devenir UP Le Renouveau. Soit, mais ceci étant dit, tous les partis politiques, les 7 partis politiques en liste, y compris le BR, sont des partis recalés. Pourquoi je le dis? Voici 7 partis politiques qui vont à une élection et 62% sont restés à la maison. Donc, le plus grand parti politique au Bénin, ce n'est ni UP le renouveau. Je vais y arriver parce que j'ai du mal à oublier le recalé là. Mon cerveau est... Le renouveau, oui. Le premier parti au Bénin là, ce sont les abstentionnistes. 62%. Donc personne ne vienne vous dire qu'il est premier parti politique au Bénin, dites-lui qu'il se trompe. Car c'est quoi? UP a eu combien d'électeurs sur le plan national? 900 000. Le B a eu combien d'électeurs sur le plan national? 700 000. En réalité, sur le plan national, les proportions entre les deux partis sont restées les mêmes que l'autre fois où il y avait 37, il y avait 40 et quelques. La seule différence ici, c'est le mode de calcul qui a changé. Et surtout, la fameux bonus qu'on attribuait à celui qui avait même une seule voix de plus que l'autre, il avait une femme bonus. C'est ce qui a gonflé les voix de UP. Ceci étant dit, je ne suis pas de ceux qui refusent aux autres leur mérite. Ils nous ont battus, et ça, il faut le reconnaître. Mais ils doivent avoir la victoire modeste, parce qu'il n'y a pas eu de victoire. Voici des électeurs. On a 6 millions d'électeurs, et seuls 900 000 ont voté pour eux. Seuls 700 000 ont voté pour le Bloc républicain. Seuls 500 000, oui, je crois, oui, 500 000 ont voté pour les démocrates. Ces 3 partis-là devraient avoir le profil bas. Moi, sincèrement, je suis préoccupé par comment ça se fait que 62% de Béninois ne soient pas allés voter. Donc, le plus grand parti politique, ça n'existe pas encore. Il faut que le Bloc républicain se mette à travailler. Et nous avons le potentiel qui existe parmi les 62% qui n'ont pas voté aujourd'hui pour confirmer notre positionnement, notre répartition plus large sur le territoire national, car c'est le BR qui a de représentation dans chaque village. Alors, en venant au Bloc républicain, est-ce que vous avez des remords par rapport à la participation de votre formation politique? Par nature, je n'ai jamais de remords quand j'ai fait tout ce que je dois faire, tout en n'étant pas candidat. J'ai parcouru le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aux frais du ministre d'État ou à vos frais mes frères, moi, d'abord, en faisant ça, je fais ma propre promotion. Moi, je ne suis pas un hypocrite, moi. Je me fais reconnaître, je me fais connaître. Donc, le ministre d'État n'a pas besoin de me donner de l'argent. Ah ben, attendez, je suis un homme politique et je ne changerai pas. C'était une occasion pour me faire connaître. Il s'entend, on ne sait jamais, un jour, le président Patrice Talon ne sera pas là. Il va bien falloir qu'on se batte pour le remplacer. Et je fais en sorte qu'on ne m'oublie pas. Ah, vous croyez quoi? Ah non, mais moi, je ne suis pas fou et je ne me mens pas moi-même. Donc, j'ai fait la campagne pour le Bloc républicain, mais aussi pour moi-même, pour qu'on se souvienne de mon visage. Mais regardez comment je deviens vieux. Donc, il ne faut pas que ceux qui m'ont connu avec des cheveux noirs disent, mais Taléi, c'est qui ça? Donc, je leur dis que c'est moi. Bon, enfin, c'est pour... Donc, moi, je ne regrette rien. J'ai donné, puisqu'on parle intuitif personnel, tout à fait. J'ai donné ce que j'avais de meilleur à donner. Mais il faut reconnaître, et je l'avais dit ici, et moi, je ne suis pas surpris par rapport aux résultats. Aux performances obtenues? À certains endroits, j'avais bien dit que le positionnement, et je l'ai dénoncé sur ce plateau avant les élections. Vous vous souvenez? Justement, il y a beaucoup d'acteurs politiques du Bloc républicain qui ont dénoncé le positionnement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Oh, bon, c'est pas ici qu'on viendra parler. Moi, je ne suis pas maître, comment il s'appelle? Du tout pas. Allez-y, on n'a pas besoin d'évoquer un nom ici. Ah, ben vous voulez le nom des démocrates, mais vous ne voulez pas le nom de du tout pas. Votre invité qui vient saboter son propre parti. Il n'a pas saboté, il a émis des opinions. Mais ça, ce n'est pas de telles opinions. C'est-à-dire de telles propositions. Mais votre opinion, elle est libre, vous êtes libre de penser que le bloc républicain... En fait, moi, vous savez, le jour... C'est même pour ça que quand mes militants sont pressés que j'entre dans le bureau politique et le bureau exécutif, je traîne des pas. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans ces organes-là, désormais, quand vous prenez parole au nom du parti, à chaque fois, n'est-ce pas? Et il faut contrôler ce qu'on dit. Quand on est membre du bureau politique et qu'on souhaite que son parti fédère avec un autre parti, ou bien qu'on veut certaines choses, on va voir le bureau, c'est pas sur les plateaux. Mais y a-t-il pas un malaise au sein du bloc républicain? Mais il n'y a aucun malaise alors. Il y en a qui sont malheureux, ça c'est sûr. D'abord parce qu'ils n'ont pas fait leur travail dans leur localité. Parce que ceux qui parlent là, je voudrais prendre Abdoulaye Biokane, que je ne défends pas. S'il fait bien, je le dirai. Il fait mal, je le dirai. Ils ne sont pas nombreux à avoir le courage. Mais quand on a notre résultat, j'ai été celui qui a estimé que ça a été un effondrement. Ils ne sont pas nombreux à avoir utilisé ce mot-là. Ils étaient même surpris que j'ai pu dire ça. Pour moi, c'est un effondrement parce que on était en droit de s'attendre à mieux. On ne l'a pas eu. On ne va pas être heureux de 28 députés quand même. Donc, c'est un effondrement. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas l'effondrement de Abdoulaye Biokane. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il a été candidat dans sa zone. Il a pu être élu. Il a permis à quelqu'un d'autre d'être élu derrière lui. Mais les autres chefs de parti, prenons Joseph Diogounou. Mais de justesse, il a été sauvé par la voix d'autres personnes qui n'ont pas pu être élues. Donc, il n'a pas pu être un leader qui a entraîné d'autres qui pour le suivre dans son élection. C'est lui seul que ça a sauvé. Je prends, comment il s'appelle, Eric Ondete. Mais dans sa zone, c'est lui seul qui a été sauvé de justesse. Alors, les têtes de liste là, qui sont élus, ce n'est pas leur mérite. Parce que même si on avait mis un chien tête de liste, les populations connaissant les logos iraient voter et ma foi, le chien sera élu. Donc, les têtes de liste qui n'ont pas pu faire élire celui qui les suit en second, je trouve qu'ils n'ont pas de mérite. Donc, Abdoulaye Biokane est le seul chef parti qui a pu sortir son épingle du jeu. Maintenant, ceci étant dit, effectivement, il y a des erreurs dans le bloc républicain comme tout parti politique. La vie ensemble n'est pas facile. Mais il faudrait que vous souveniez de ceci. Le bloc républicain souffre d'un péché congénital. C'est le regroupement. Ou bien si vous voulez même l'agglutination, pas la volonté du chef de l'État, de 70 partis politiques. Est-ce que ceux-là avaient vraiment une vision commune de la chose politique? On leur a dit, entrez dans les rangs, ils sont entrés dans les rangs. Eh bien, mettez la main sur les épaules. J'oublie même quand on était au CI, ce qu'on faisait là. L'autre est devant et l'autre met la main. Et voilà. Oui. Donc, pour dire, le bloc républicain a un problème d'abord. À sa naissance, ils sont 70. Et chacun dit qu'il est charbonnier chez lui. Chacun voulait être sur la liste. Et chacun voulait être sur la liste. Quand il ne s'est pas retrouvé sur la liste, il travaille contre sa propre liste. Mais ce n'est pas Abdoulaye Biokane. Donc il y a eu ça au niveau du bloc républicain, des militants qui ont travaillé contre leur propre liste. Ah ben quoi, moi j'ai vu une vidéo dans la 12e, un 3e sur sa propre liste, qui appelle à voter pour UP, le recalé à l'époque, qui est devenu renouveau maintenant. Non, mais il les a déjà renouvelés, donc il y a autre recalé. Et alors donc, c'est dit, mais ça fait partie, le BR est né, ça fait 4 ans, donc ça fait partie des erreurs de jeunesse, au fait. Ce n'est pas... Maintenant, vouloir mettre ça sur la tête quelles sont aujourd'hui alors vos espérances pour le bloc républicain, pour une bonne préparation de 2026? Mais ça a commencé, nous. Et moi, en tout cas, moi, j'ai montré le là, j'ai commencé à aller vers les populations, commencer par d'abord les remercier du score qu'on a eu, c'est dit à cela, et tenir nos promesses faites pendant la campagne. Moi, Banque Pérou, c'est-à-dire, bon, Bac Pérou en français, mais à l'entrée de Parakou, c'est 10 km. On leur avait promis de leur faire des puits, puis ils ont pris l'eau. On n'a pas gagné, pourtant j'ai exigé, j'ai tenu, et je voudrais ici remercier le ministre Adambi, qui, c'est son matériel, ce n'est pas le matériel d'État, nous a soutenus et a permis que ce forage-là soit lancé déjà hier. Parce qu'il faut tenir parole, ce n'est pas parce qu'on a promis, on n'a pas été élu,
qu'il ne faut pas le faire. Il y a élection dans 3 ans. Au fait, ces élections-là, ce n'est pas une élection, c'est échauffement, au fait. La vraie élection, c'est en 2026. Et il faut que le Bloc républicain tienne parole partout où on est passé pour ce qu'on a dit. Si on le fait, nous sommes le premier parti politique. Mais si on ne le fait pas, eh ben, nous allons même, au risque même, nous courons le risque de disparaître. Et il faut que le Bloc républicain soit le parti qui est la solution aux problèmes de nos populations. Alors, dernière question pour finir, Bertin Corvi, l'Union progressiste de renouveau, il y a quelques mois, a eu quand même à renouveler ses instances dirigeantes. Est-ce que le Bloc républicain n'a pas besoin de cela pour insuffler une nouvelle dynamique? Oh, ben, ce n'est pas parce que l'autre souffre de diabète qu'il faut forcément que vous cherchiez à souffrir de tension aussi. Nous, le Bloc républicain ne travaille pas avec, en regardant ce que l'Union progressiste fait. Non, on n'a pas ce problème-là au Bloc républicain pour le moment. Et surtout, un parti qui n'a pas eu un bon résultat ne change pas de gouvernance aussitôt. On parle de parti politique. Si on avait eu le résultat, on était premier, Gabriel pourrait dire, bon, j'ai assez travaillé, maintenant je vais me reposer. Parce que ce n'est pas une sinécure non plus. Hein. Être SG, nombreux croient qu'il vit heureux, il est SG. Non, non, c'est un travail, tu fais des réunions tout le temps. Si on avait eu un bon résultat, oui, je serais enclin à dire on peut changer de gouvernance. Mais aujourd'hui, là, on n'a pas eu un bon résultat. Travaillons avec la même équipe, ouvrons la brèche à d'autres pour entrer dans le bureau. Et je dis que je veux entrer dans le bureau, je vais entrer dans le bureau. Merci à vous. Ah non, non, attendez, je n'ai pas fini. Oui. Je voudrais dire ici qu'il n'y a pas l'agenda du Bloc républicain, la fusion avec UP, le renouveau. Nous allons voir dans les jours à venir. Ah non, 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 non. Mais je vous ai dit, nous sommes un parti politique. Et ceux qui disent que c'est la volonté du président. Mais le président Patrice Talon, imaginons même qu'il oblige le nom BR à entrer dans UPR. Bon, est-ce qu'il va obliger la base, nos militants à entrer? Il ne faut pas se raconter des histoires. Merci. Il n'y a pas de UPR sans BR en réalité. Si jamais le BR disparaît, ce serait la catastrophe pour eux. Parce que si le BR disparaît, la plupart des militants BR vont dans LD. D'emblée. Mais pourtant, le ministre d'État a dit qu'il n'y aura pas... Non, je n'ai pas dit le BR, mais c'est ça, vous confondez souvent le bureau exécutif qui parle à la base. Mais à Sakété, je suis allé à Sakété, ils leur dit, mais Kilo Chele, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, mais nous, on a mis les armes au pied puisqu'on nous a amené quelqu'un qui entrait dans le parti, 2 mois après est devenu candidat, alors que nous, on a travaillé durant 3 ans. Bon, on l'a laissé devenir président. N'eût été, et mon Djouba Agba, j'enlève mon chapeau pour le président Fagbohun, n'eût été Fagbohun à Diawere, qu'on n'aurait eu aucun député. Parce que notre candidat, ministre de son État, contre qui je n'ai rien, a lamentablement échoué. Pourquoi il a échoué? La base n'en voulait pas. Et quand la base n'en veut pas, il n'y a pas de député. Donc c'est l'erreur surtout que le Bloc républicain doit corriger désormais. Et en plus, le bureau politique reste en haut, va voir le président Patrice Talon. Ensemble, on fait une liste sans tenir compte de ce que veut la base. Ah ben, ce qui devait arriver, arriva. On vous a compris, Bertin Corvi, merci une fois encore, toujours dans son style très atypique. Merci une fois encore d'être venu sur ESAE TV. Chers amis internautes, nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, je reçois pour vous Aurélien Aissou, qui est le directeur de publication du quotidien 4 sur table. Il est face à Souleymane Bila, directeur de publication du quotidien Nouvelle Étalon. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Alors, Aurélien Aissou, la semaine dernière, pour être plus précis, le chef de l'État Patrice Talon, lors de la présentation de vœux au corps constitué, a émis, j'allais dire, le vœu que la presse béninoise, je vais résumer ainsi, soit réformée en tant que professionnel des médias. Comment avez-vous accueilli ce vœu du chef de l'État? Bonjour, chers confrères. Si c'est à travers les vœux de Nouvel An que le chef de l'État a formulé ces réflexions, je profite aussi de l'occasion pour présenter mes vœux, parce que c'est ma première émission en 2023. Donc, la maison prospère et que le travail que vous faites soit toujours au profit du public. Merci. Amen. Donc, on va dire qu'il n'a fait que dire ce qui se mijotait déjà à travers quelques-uns, même si ceux-là ne l'avaient pas encore fait exposer de façon publique. Parce que je voudrais dire ici que j'ai présidé en 2022 un comité dénommé Comité de réflexion de la réorganisation de la presse béninoise, dont fait partie aussi mon collègue Souleymane Bila.
où on a même déjà déposé notre rapport à la présidente depuis 2022. Donc, on devait rencontrer un autre comité qui aussi a fait un travail pratiquement similaire, où il nous a été demandé que les deux comités sortent maintenant un seul document. Donc, on était en instant de cela quand le chef d'État nous a encore surpris pour montrer que oui, c'est éminent de faire ce travail pour la réorganisation de la presse. Donc, nous, ce n'était plus trop nouveau, on avait déjà anticipé, où on a décrypté, on a parlé de la vie du journaliste, ce qu'il faut aller au-delà, parce qu'il y a un peu de désordre, où depuis pratiquement 7 ans, tel que le chef d'État l'a dit, tout est resté tel. Qui devait prendre le devant? On est resté statu quo. Et je rappelle aussi qu'en 2021, après le remaniement ministériel où le ministère de la Communication avait disparu, le chef d'État avait déjà été intervenu sur une chaîne de télévision pour demander que désormais nous allons faire tourner notre regard au niveau de la HAC. Donc je pense que s'il revient encore pour demander à la HAC de faire un travail, c'est qu'il a de rappeler ce qu'il avait déjà demandé pour que les choses puissent accélérer. Parce qu'après tout, on ne va pas de développement sans parler de la presse organisée. Et quand la presse est organisée, ça profite aux gouvernants. Alors, Souleymane Villa, le chef de l'État qui missionne la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, à réformer, pour être précis, à réformer la presse locale, la presse béninoise. Selon vous, à quoi devons-nous nous attendre? Merci Kader. Je vais aussi emboîter le pas à mon prédécesseur en vous présentant mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans les projets et la prospérité dans la maison. Donc, pour venir à la question, qu'ils nous souviennent que dès l'arrivée au pouvoir du chef d'État en 2016, il avait déjà manifesté cette volonté-là de réformer, de voir des réformes au niveau de la presse, quoi. Et vous voyez, on devait comprendre que la presse est un secteur quand même indépendant. C'est un secteur indépendant. Il ne revenait pas au pouvoir de réformer, de nous imposer des réformes comme c'est fait un peu partout ailleurs, quoi, puisque il revenait aux acteurs de la corporation de prendre de l'initiative. Et cette invite, le chef de l'État nous a fait tout le temps. Et c'est cela d'abord par les mesures draconiennes qui ont été prises dès son arrivée au pouvoir en suspendant les contrats. Parce que la réaction auquel le chef d'État s'attendait, elle ne l'a pas eu. Après, on a vu en 2000... C'est quelle réaction par hasard? Non, puisqu'on devait se retrouver. Au lieu de rester à nous lamenter et puis à nous morfondre, on devait se retrouver, prendre la mesure de l'enjeu et prendre des initiatives conséquentes. Mais selon vous, pourquoi la presse ne s'est pas retrouvée? Non, bon, malheureusement, c'était dans la déconfiture dans laquelle la presse était, parce qu'on n'avait pas pris conscience de l'enjeu. On voudrait toujours rester accommodé à nos travers, parce que les vieilles habitudes ont les oreilles dures. On était toujours accroché à nos vieilles pratiques, on voulait faire toujours prospérer ces vieilles pratiques, mais on n'avait pas pris conscience assez tôt qu'il faut véritablement réformer. En tout cas, en ce qui concernait les acteurs au niveau des fêtières existantes. C'était eux, ils n'ont pas compris ce signal que le chef d'État envoyait au secteur des médias. Maintenant, en 2021, le chef d'État est encore revenu sur ça, avec la suppression du ministère de la Communication. Et pourtant, là encore, il n'y a pas eu de répondant. Et cette année encore, vous voyez, il est encore revenu sur ça avec cette fois-ci d'insistance. Sauf qu'au moment où le chef d'État évoquait la question, beaucoup ont compris. Des acteurs au sein de la corporation, des gens ont compris, ils ont pris de l'initiative. Aurélien Aïssou en parle tout à l'heure. Mais parce qu'au niveau, il y a des comités qui se sont installés, il y a eu des groupes de réflexion qui se sont installés pour pencher sur la profession. On a fait l'état des lieux, on a fait les diagnostics et puis il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été conduites dans ce sens. Mais à vous entendre, vos idées convergent de part et d'autre, mais lorsque vous parlez de diagnostic effectué, le diagnostic selon vous, il est lequel? Et quelle est la thérapie que vous proposez, Aurélien Aïssou? Bon, je ne suis pas venu ici pour exposer ce passé ayant... Oui, mais de façon sommaire et expéditive, à quoi doit s'attendre le journaliste après l'effectuation de cette réforme-là? Est-ce à l'amélioration des conditions de travail et salariales, ou bien concrètement, à quoi doit s'attendre le journaliste? Il faudrait une réorganisation. Cette réorganisation, moi, j'ai été au-delà. Oui. Je rappelle que par rapport
à l'atelier qui a été fait en 2022, je pense, à l'hôtel Nobila organisé par le CNPA. J'avais déjà évoqué qu'il faut aller au-delà pourquoi pas, l'ordre des journalistes au Bénin ici, parce que c'est un métier très ouvert. Vous avez payé pour vous faire former. Par contre, ceux qui se retrouvent dans le chômage se prévalent directement journalistes et il y a toute une confusion. Vous voyez ce qui se passe au niveau des fêtières, ça n'honore pas notre métier. Et de loin, il ne revenait pas au chef de l'État de nous rappeler à chaque fois. Parce qu'on pense que tout se limite au niveau de l'aide de la presse. Vous pensez que si les artistes sont plus intellectuels que nous, mais les gens sont déjà allés au Mlia. Si on va statuer sur les 350 millions. Si on était allé à Mlia, on ne penserait pas qu'il y a des problèmes au niveau de la presse, parce qu'on veut juste vivre l'instant et ça passe. On n'a pas, il faut planifier. Si je suis président d'une fêtière, je me fais élire par rapport à une fêtière, quelle est ma planification? Quel est le plan que j'ai fait sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans? Qu'est-ce que ça donne? Donc, avoir tout ça là, moi, non, c'est plus focalisé sur la vie du journaliste. Parce que même si les ATV demain va recruter un journaliste, l'autre doit savoir qu'il y a tel que son temps de formation à tel peut déjà lui permettre de se faire recruter. Mais on prend tout le monde. Si aussi les entreprises ne sont pas bien formées, ne peuvent pas recruter. Et les anciennes entreprises aussi, fuyant leur responsabilité pour ne pas bien payer, ne prennent que les gens sur l'État et la débouche. Donc moi je vois que oui, on va parler du code de l'information, du numérique. Moi je ne pense pas que ce n'est pas là le problème. Si nous sommes épargnés, nous allons respecter les règles. Donc il faudrait que nous pensions à la routine. Et on voit que peut-être que ça sous-entend, ce n'est pas trop clair, mais je voudrais souligner que est-ce que le chef d'État va faire confiance encore aux mêmes acteurs qui sont toujours là à dire qu'on gère, non? Et je voudrais dire, ici, par rapport à cette invite du chef d'État, nous, on a déjà anticipé, parce que c'est nous qui vivons cela, et nous revenons de lui faire des propositions pour dire, aidez-nous à faire passer cela. Ce qui est déjà prêt. Nous, on est ouvert, on ira au niveau de la HAC pour lui présenter ce qu'on a fait, et quitte à la HAC d'apprécier et de faire tout ça. Néanmoins, les vrais acteurs ne sont pas dans les fêtières. Que ça se le dise. Les vrais acteurs ne sont pas dans les fêtières. Non. C'est une association, mais si moi je ne suis pas de cette association, ne veut pas dire que je ne suis pas acteur. Alors, selon Bila, lorsqu'on écoute tout à l'heure, j'allais dire, la caricature que fait Aurélien Issou, on sent que le mal est profond. Alors, ces réformes-là ne vont-elles pas susciter, j'allais dire, des remous au sein de la presse elle-même? Parce qu'on a comme l'impression que ça va de part et d'autre. Si on reçoit d'autres confrères aussi aujourd'hui, ils vont avoir aussi d'autres sons de cloche totalement différents et divergents du vôtre. Moi, il va falloir nous trouver une méthode pour tout canaliser. Surtout sinon, les réflexions sont là. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu les états généraux. Je vais vous remonter un peu l'historique. Il y a eu d'abord les états généraux de la presse qui se sont déroulés en 2002, donc il y a un peu plus, il y a 20 années de cela. Et puis ça a montré ses limites. Les recommandations issues de ces états généraux dans la mise en application, ça a montré un peu ses limites. C'est pour cela qu'on s'est encore convenu d'aller encore 12 années plus tard, d'aller encore aux états généraux en 2014. Et là aussi, malheureusement, ça n'a pas prospéré parce qu'on a eu les recommandations issues de ces seconds états généraux n'ont pas abouti parce que ces recommandations sont restées lettres mortes. Et pourtant, dans ces recommandations, on remettait déjà en cause le fonctionnement des fêtières. Il y a 12 ans, déjà, on remettait déjà cela en cause parce qu'on trouvait que il n'y a pas de l'efficacité en cela et que leur fonctionnement n'est pas inclusif. Donc, déjà dans les recommandations des derniers états généraux, des seconds états généraux, on avait déjà remis en cause. Et après aussi, c'est évident que l'environnement économique de la presse aujourd'hui n'est pas viable. Il va falloir y remédier. Et aussi l'aide de l'État dans la presse, telle que c'est attribué. Vous savez que depuis 2016, ça a été gelé. Mais il faut trouver des solutions parce que tel que ça fonctionnait, c'est parce que ce n'était pas viable, ce n'était pas efficace. On a utilisé l'aide de l'État à la presse pendant 20 ans, mais pourtant ça n'a pas contribué à la mise en place des entreprises autonomes. Aucune entreprise de presse n'était parvenue à une autonomie financière malgré 20 années de subventions, vous voyez, de l'État.
Donc, il fallait aussi là aussi trouver de nouvelles solutions et des solutions globales. Il ne faudrait pas trouver des solutions cloisonnées, des solutions sectorielles. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir pour trouver des solutions globales pour englobe toute la corporation et qui va nous permettre d'asseoir des entreprises de presse véritablement viables, puisque aujourd'hui, quoi qu'en soit ce qu'on dit, il est inexistant. On n'a pas de ces entreprises-là qui peuvent se prévaloir d'une autonomie financière avec un cadre bien adéquat aussi bien pour le personnel, pour que qui remplisse les conditions de vie et de travail nécessaires pour le personnel. Et nous souffrons parce que nous vivons dans la corporation. Vous voyez qu'un peu partout, les journalistes, ils ne vivent que d'expédients. Voilà, les journalistes, parlons de journalistes véritablement. Aurélien Issou, je rappelle aux amis internautes qu'Aurélien Issou est également le président de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Alors, en cette qualité, à l'issue de ces réformes-là, quel est votre souhait? Qui doit être qualifié être journaliste aujourd'hui au regard des enjeux qui concourent, au regard des nouveaux médias et également notamment des réseaux sociaux qui influent beaucoup? Merci beaucoup. Le journalisme existait avant moi, donc ça va tout continuer par exister. Qui aura qualifié? Il a des règles qui sont préétablies. Est-ce qu'avant, au niveau de la RAC, c'était le ministère de l'Intérieur qui donnait l'autorisation? Et c'est un risque déclaratif. Aujourd'hui, la RAC a exigé l'entreprise de presse. Vous comprenez? L'entreprise de presse, si je prends pas l'entreprise de presse, pour pouvoir bien canaliser, parce que quand il s'agit d'une entreprise, vous avez des charges. Mais malgré tout ce canal qui a été tracé, comment ça se passe? On saute. Toi qui veux donner quelque chose à un organe de presse, cet organe de presse va chercher à se faire épauler par une autre entreprise qui est en règle vis-à-vis des fiscs. Mais c'est jusque-là, on nous a fait dans le tracé. Quand on dit qui peut être journaliste, s'il a déjà doit attribuer les cartes de presse. C'est à partir de certains critères qu'on peut attribuer la carte de presse. Et une fois que tu as la carte de presse, que tu es reconnu comme journaliste et du métier. Parce que c'est celui qui vit essentiellement de la presse. Ça veut dire que si étant reconnu journaliste, tu dois savoir, il y a des règles qui régissent la corporation. Et quand on a dit qu'on a parlé d'entreprise de presse, ça veut dire que c'est quoi? Vous avez la capacité. Vous allez aussi sur le marché, vous allez chercher les marchés et autres, vous avez la capacité. Et aujourd'hui, ce n'est plus le truc en miniature. Quand on parle d'entreprise de presse, ce n'est plus le truc en miniature. Vous devez avoir un CA, vous devez avoir des personnes, tout et tout. Maintenant, toi qui devais recruter, si vous ne vous entendez pas sur un montant, toi, tu acceptes ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre cela. C'est vrai, vous avez parlé de la fédération. Oui, justement, vous avez un montant, mais il faut quand même qu'on fixe une barre minimale. Si on doit fixer, on doit. Mais non. Le SMIC, ce n'est pas l'État qui fixe le SMIC. Oui, l'État fixe le SMIC. Si l'État fixe le SMIC, vous savez que l'État aussi paie des gens qui sont au prorata du SMIC. Vous savez ça? Tout à fait. Alors, donc, si c'est moi qui sais la main d'œuvre dont j'ai besoin dans mon entreprise, et c'est toi qui réponds à cette main d'œuvre du SMIC, tu vas payer le SMIC. Et ça va être accepté, tu es dans le besoin que tu as accepté. Et moi, par contre, je ne veux pas accepter. Justement, lorsque vous restez dans cette philosophie-là, est-ce qu'après les réformes, est-ce qu'on aura véritablement un changement considérable? C'est pour cela que moi, j'ai dit qu'il faut aller au-delà. Bon, je suis vraiment amené à beaucoup plus parler. On a dit, en profondeur, on a bien dit, cité de la presse. Et ce sont de grandes régions. On prend les 4 grandes régions, dans le méthode de presse au Bénin, il y a 4 grandes régions. Il y aura cité de la presse qui sera construite au niveau de Parakou, au niveau de Cotonou. Bon, Cotonou, Calavi, on peut mettre ensemble. Et au niveau de Porto Novo. Ça veut dire qu'on concourt déjà. Toi qui es entreprise de presse, l'État doit te faire obligation de ce que, quand tu as de journalistes, il a ça. Parce que quand l'État va nous appuyer, c'est à travers cela que toi, tu dois accompagner ton journaliste. Si le salaire du journaliste n'est pas, moi je ne parle pas du salaire, si le salaire du journaliste est à 150 000, il doit avoir d'autres primes. Vous savez que celui qui doit monter sur le plateau, il doit présenter, a aussi des primes d'habillement normalement. Donc il a tout ça là, dans le cas des charges. Si vous prenez, vous allez beaucoup lire par rapport à ce qui a été proposé. Merci à vous, Aurélien Issou. Un mot, Souleymane Bila, pour conclure. Non, il est fondamental qu'on ait à la création de véritables entreprises de presse, qu'on quitte les épiceries qui existent et puis et la réforme doit nous mener à cela. Et puis, lorsqu'on va engager des journalistes, il faudrait les accompagner avec un plan de carrière. On ne veut pas être, on ne peut plus continuer à exercer le journalisme en attendant de trouver mieux.
Il va falloir tout réorganiser. Et c'est pour cela que la vision aujourd'hui, c'est pouvoir véritablement aller à des entreprises de presse. On ne peut plus. Bon, le pluralisme médiatique, là, c'est trop. Il y a trop. Et puis, ça sature l'environnement et ça nous fragilise. Quoi. Cette fragmentation d'organes qui existe là, non. On pourra dans la mise en place des entreprises de presse, pourquoi pas, on doit pouvoir aller à des regroupements. Et gérer, avoir véritablement des structures viables qui ont leur autonomie financière. C'est en cela qu'on doit pouvoir orienter, c'est vers cela qu'on doit pouvoir orienter nos réflexions, puisque c'est cela qui règle l'ensemble des problèmes diagnostiqués au sein de la corporation. Tant qu'on ne quitte pas le stade des épiceries pour aller véritablement vers des entreprises de presse avec les normes requises et en respectant les normes en la matière, je fais allusion notamment à la convention collective qui régit la masse salariale, mais tout ne se limite pas à la masse salariale aussi. C'est pour cela que pour l'épanouissement du journaliste, tout ne se limite pas au salaire, parce qu'il lui faut aussi un plan de carrière que l'entreprise doit garantir pour lui, et un environnement bien sécurisé pour l'exercice de la profession, parce qu'aujourd'hui, la HAC ne protège pas l'environnement des médias, parce que la HAC même ne veille pas à l'application des tests, les tests même qui régissent la corporation, notamment en ce qui concerne la création des entreprises de presse. Merci à vous, Souleymane Boulia. Oui, c'est par rapport à ce chantier d'entreprise de presse, c'est ce qui a été dit pour qu'on puisse se mettre ensemble. Comment un patron de presse, qui n'a même pas, il se dit patron de presse, mais patron d'organe de presse, et lui-même n'a pas d'employé, et c'est lui-même qui se déplace pour aller prendre les 5 francs sur le terrain. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter. Et la personne va te dire que son organe a une existence légale au niveau de la HAC. Non, on ne peut pas tolérer ça. Vous ne pouvez pas vous prévaloir être patron sans que vous n'ayez même d'employé. Mais ça, je ne comprends pas. Et c'est la HAC autorise ces gens. Des journaux qui n'ont jamais fait une parution au cours d'une année. Et quand il y a les jeux pour les intéresser, ils sont les premiers. Il y a un problème. Il y a un véritable problème par rapport à ça. La réforme s'avère profonde. Je crois qu'on en reparlera dans les jours à venir. Merci pour avoir effectué le déplacement. Aurélien Issou, je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien 4 sur table, également président de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Merci également à Souleymane Bila. Souleymane Bila, vous avez vécu récemment une expérience. Qu'est-ce que vous en tirez? Bon, j'en tire beaucoup de leçons. Que le moment venu, dans un cadre approprié, beaucoup plus approprié, on en parlera là. Permettez-moi d'abord... C'est avec beaucoup d'émotions quand même que moi je vous retrouve ce matin. Des émotions très émotives. Merci une fois encore, Souleymane Bila. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Nouvelle Étalon. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nous abordons à présent la page des sports présentée ce matin par Colombe Ossou. Amis sportifs, bonjour. Pour cette saison 2022-2023, la Fédération béninoise de football a décidé de fixer une tranche d'âge pour les championnats nationaux amateurs, notamment le championnat amateur des 4 chez les garçons et le championnat national amateur des 3 chez les filles. C'est à travers une note officielle que le secrétaire général de la Fédération béninoise de football a rendu publique l'information. Nous vous informons par la présente que le championnat départemental amateur des 4 au titre de la saison 2022-2023 est exclusivement ouvert aux joueurs des moins de 20 ans, à savoir des joueurs nés en décembre 2003 et après. Pour ce qui est du championnat féminin des 3, il est exclusivement ouvert aux joueuses de moins de 17 ans, nées en 2006 et après, peut-on lire dans le communiqué de Claude Paki. Les étalons du Burkina Faso ne pourront pas disputer leur match à domicile contre le Togo au stade du 4 août de Ouagadougou. Boubacar Saoudogo, ministre des Sports burkinabé, a fait l'annonce lors d'une visite du stade le mardi dernier, rapporte Radio Omega. En effet, le chantier devrait être livré fin septembre 2022. Cependant, le délai d'exécution des travaux de rénovation du stade n'a pas été respecté. Par ailleurs, le ministre des Sports a annoncé la mise en place d'un comité de suivi
Lors de la visite, Jean Yameogo, président du Comité national olympique et des sports burkinabé, a exprimé son amertume du constat. Le Burkina Faso reçoit les éperviers du Togo fin mars 2023, ceci dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2025. Sans stade homologué, le pays devra encore recourir à un pays pour accueillir sa rencontre en juin 2022. Le choix a été porté sur le stade de Marrakech. Les demi-finalistes de la dernière CAN ont battu le Cap-Vert 2-0 et l'Eswatini 1-3 lors des deux premières journées. Autre discipline en vue de la nouvelle saison, le Bénin a recruté un nouvel entraîneur pour son équipe nationale de cyclisme. Il s'agit de Adrien Nyonchouti, j'y arrive, technicien rwandais. Il rejoint le pôle des 4 autres entraîneurs en poste au sein des équipes nationales de cyclisme du Bénin. Adrien sera aux côtés des 6 coureurs béninois retenus pour animer la tropicale Amissa Bongo 2023 prévue du 23 au 29 janvier au Gabon. Avant-dernière information, une source au sein du club Ismaili SC d'Égypte révèle que l'avant-centre béninois Samson Akinola est sur le point de rejoindre l'effectif du club durant le mercato actuel à la lumière de l'échec du joueur à prouver son génie avec Zamalek SC du Caire depuis qu'il a signé. Pour finir cette randonnée sportive, à 34 ans, l'ex-défenseur central burkinabé Bakary Koné, dit Général Bako, a annoncé la fin de sa carrière. La révélation de l'étoile filante de Ouagadougou et de Drissa Malo Traoré, dit saboteur, Bakary Koné, travailleur séduisant par son calme et sa solidité dans le jeu, aura su s'imposer pendant 15 ans chez les professionnels et jusqu'en équipe du Burkina Faso où les sélectionneurs Drissa Malo Traoré, Paulo Duarte, Paul Pout ont compté sur sa fidélité et son sens du sacrifice. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous abordons à présent la rubrique Définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour amis internautes, la High Definition Multimédia Interface HDMI ou encore Interface Multimédia Haute Définition est un standard d'interface audio-vidéo totalement numérique. Elle permet de transmettre les flux chiffrés constitués de données vidéo non compressées et de données audio pouvant être compressées. Elle est destinée au marché grand public. Le HDMI permet de relier une source audio-vidéo DRM par câble, cuivre ou fibre comme un lecteur Blu-ray, un ordinateur ou encore une console de jeu à un dispositif compatible tel un téléviseur HD, un vidéoprojecteur ou encore un casque de réalité virtuelle. Les appareils sont fabriqués pour adhérer aux différentes versions de la spécification où chaque version reçoit un numéro. Chaque version de la spécification utilise le même type de câble, de câble, mais augmente la bande passante ou encore la capacité de ce qui peut être transmis dans le câble. Un produit ayant une telle version ne signifie pas nécessairement qu'il aura toutes les fonctionnalités qui sont répertoriées pour cette version, car quelques fonctionnalités sont facultatives telles que type color et INSV YCC. Le standard HDMI pour finir est compatible avec les 3 niveaux de définition numérique SD, ATV, HD et permet une évolutivité du système pour les futures normes. Et voilà qui me fait la définition du jour. Merci pour l'attention. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation très édifiante, j'allais dire, et instructive. Chers amis internautes, Nasrine Fatombi prend place à présent pour vous révéler ce que prévoient les astres pour le compte de cette journée.
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, si vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs, la satisfaction personnelle peut arriver rapidement. Prenez le temps de planifier la prochaine étape afin que tout soit prêt lorsque le moment viendra. De plus, essayez de trouver un moyen de maintenir votre énergie positive aujourd'hui. Amis Taureau, vous serez motivé pour prendre les initiatives et surmonter les obstacles qui se dressent devant vous. C'est le moment de tenter des choses nouvelles, de sortir des sentiers battus et d'explorer de nouveaux horizons. Gémeaux, vous êtes encouragé à prendre des décisions importantes qui auront un impact positif sur votre vie future. Les bonnes nouvelles arriveront dans tous les domaines et vous apporteront une grande satisfaction personnelle. Votre sensibilité accrue peut vous aider à établir plus de liens avec les autres. Amis Cancer, sur le plan professionnel, ce sera une bonne journée pour progresser sur tous les fronts. Ne faites pas l'impasse sur ceux qui comptent pour vous, car ces personnes auront certainement besoin d'un petit coup de pouce ou d'un peu plus d'attention que prévu. Faites preuve de compréhension et essayez autant que possible de donner aux gens ce dont ils ont besoin sans trop attendre en retour. Lion, aujourd'hui, vous pourrez vous sentir très inspiré par votre autorité intérieure et avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous serez peut-être prêt à relever un défi ou à entreprendre quelque chose de nouveau. C'est le moment idéal pour donner lieu à des changements positifs. Vierge, cette journée est parfaite pour explorer davantage votre créativité et votre imagination. Laissez libre cours à votre esprit afin de trouver des solutions originales aux problèmes ou situations difficiles qui se présenteront à vous. Balance à présent, vous êtes sur le point de connaître une période de grands changements et de croissance personnelle. Alors attendez-vous à ce que les choses bougent rapidement. Cette journée sera très propice aux discussions importantes avec des amis proches ou des membres de la famille qui pourraient avoir un impact significatif sur votre avenir. Amis Scorpions, la lune se trouvera dans la maison des finances. Cela signifie que vous pourriez profiter de nouvelles opportunités financières qui se présenteront à vous. Vous pouvez choisir de commencer un nouveau projet ou une entreprise si c'est ce qui est le mieux pour vous. Natifs du signe Sagittaire, vos compétences sociales sont en hausse aujourd'hui, ce qui peut vous amener à rencontrer des personnes intéressantes et stimulantes. Cette journée est une bonne occasion de tisser des liens plus profonds avec votre communauté ou votre cercle d'amis afin que vous puissiez construire quelque chose de significatif sur le plan personnel et professionnel. Capricorne, c'est le moment idéal pour entreprendre un nouveau projet ou mettre en place une routine qui peut vous aider à atteindre vos ambitions. Vous êtes plein d'énergie et de motivation pour aller de l'avant et réussir ce que vous entreprenez. Avant, dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée est idéale pour prendre des décisions importantes et pour s'engager sur un nouveau projet ou une nouvelle entreprise. Vous pouvez vous sentir très optimiste et plein de confiance et cela vous permettra d'être créatif et audacieux dans vos choix. La chance sera au rendez-vous, alors profitez-en. Poisson, pour finir, un sentiment de paix et de contentement régnera dans votre vie quotidienne. Vous aurez une meilleure compréhension des gens autour de vous et serez plus empathique envers eux. La journée sera très riche en moments agréables. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques pour le compte de ce jeudi, chers amis internautes. Et ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Nous cesserons de vous remercier pour cette fidélité constante. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur EZAE TV.